Bonjour, je suis Kevin O'Connor, bienvenue à Expert à l'écoute, où l'on aime parler de vos problèmes, puisqu'on peut certainement les résoudre. Bonjour Roger. Bonjour, Kevin. Bonjour Tom. Salut, Kevin. Sur quoi travailles-tu aujourd'hui? Dans ce cas-ci, le propriétaire a transformé son garage en atelier. Mais à cause des courants d'air, on doit installer des portes mieux isolées. Et tout le monde peut faire ça? Absolument. C'est intéressant. Bonjour Richard. Salut, Kevin. Que fais-tu aujourd'hui? Un propriétaire part en Floride 6 mois par année. Il veut couper le chauffage dans sa maison. Avec le prix du mazout, c'est une bonne idée. Donc, je vais faire l'hivernage de la plomberie et du chauffage. Alors tu nous montres comment laisser une maison refroidir, et Tom, lui, comment réchauffer un garage. Tom, j'ai fait appel à vous pour mon atelier. C'est un bel atelier. Quel genre de projet faites-vous? J'aime faire des rénovations, des bibliothèques, des choses comme ça. Des beaux projets. Moi aussi, j'aime faire ça. Oui, mais c'est très froid l'hiver. J'aimerais isoler les murs et le plafond. Ça fera toute la différence. Je pensais aussi changer les portes de garage. Vraiment? Jetons-y un œil. Ce sont des panneaux durs trempés avec un faux fini en bois. Ils sont vides. C'est le bon moment de les remplacer par des portes de garage isolées. Et vous pouvez m'aider. C'est parfait. Très bien, Dennis. On doit retirer toute la quincaillerie pour pouvoir enlever les portes. Et on doit enlever ces ressorts. Mais ils sont sous tension. La première chose à faire, c'est d'éliminer la tension. Pour y arriver, on ouvre les portes. Par sécurité, j'installe une pince étau sur le rail pour empêcher la porte de nous tomber dessus. On peut enlever les ressorts. Voyez-vous le câble dans la poulie du ressort? Suivez-le et vous trouverez où il rejoint le rail avec un crochet en S. Mettez de la tension sur le câble pour enlever le crochet en S. Très bien. On va couper le second câble. C'est un câble de sécurité qui traverse le ressort et qui évite, en cas de bris, que le ressort vole dans les airs et blesse quelqu'un. Et voilà. Maintenant, on fait l'autre côté. Tirez la corde pour débloquer l'ouvre-porte. La seule chose qui retient la porte, c'est la pince étau. Alors, je vais retirer la porte pendant que vous l'enlevez. Puis, vous venez m'aider à descendre la porte. Prêt? Prêt. OK. La porte pèse près de 150 livres. C'est pas mal, n'est-ce pas? Cette porte est composée de 4 panneaux indépendants. Pour enlever la porte, on va commencer par celui du haut. Premièrement, je vais enlever cette fixation qui est reliée à l'ouvre-porte. Je dois d'abord retirer la goupille, puis la cheville. Ce n'est plus relié. Maintenant, j'enlève ces 2 écrous du haut de cette charnière. Je ne dois pas retirer celle-ci, puisque le panneau basculerait sur moi. On peut enlever celui du haut. Dennis, retenez-le pour qu'il ne tombe pas. J'enlève la dernière. Très bien. Maintenant, on doit plier ces charnières vers le bas pour ne pas les accrocher en retirant le panneau. Bon, nous allons descendre le haut du panneau vers nous. Vous tenez le bout? OK. Mettons-le de côté. Prêt? Descendez-le. Sortons-le. On peut maintenant enlever le rail. J'enlève d'abord l'écrou de ce boulon qui retient le rail à cette fixation. Ce rail comprend 2 morceaux, celui du haut et celui du bas. Maintenant, je vais les séparer. J'enlève donc ces 2 écrous.
OK. Il y en a encore un là-haut. OK, Dennis, je vais vous le donner. Vous êtes prêts? Oui. Maintenant, on enlève le morceau vertical. Puis, on fait l'autre côté. Très bien, Dennis, dépoussez-le ici. C'est bien. Laissez-moi vous montrer ce que nous avons. C'est une porte d'acier avec des panneaux à relief embossés. Ils sont peints et garantis à vie. L'intérieur de la porte est en mousse. Et la résistance thermique? C'est du R12. En haut et en bas des panneaux, il y a des joints à feuillure. Dans la feuillure, il y a un coupe-froid. Alors, quand la porte est fermée, les joints sont bien étanches. Donc l'air reste à l'extérieur. Exactement. Ensuite, pour avoir un joint étanche au bas de la porte, on met ce coupe-froid. Grâce à son épaisseur, il épouse la forme des irrégularités du sol en béton. Voici le panneau du bas. Pour débuter, j'installe les charnières au milieu de chaque section, ce qui aide la porte à glisser dans le rail. Aux extrémités de la porte, il y a une charnière par section. Puis, on insère cette roue pour garder la porte dans le rail. En bas, il y a une fixation à laquelle on attache le câble qui est relié au ressort pour aider à lever et à descendre la porte. On ajoute une autre roue pour garder le bas de la porte dans le rail. Elles sont différentes des anciennes roues. Celles-ci sont en nylon et ont un bon roulement à billes. Elles sont bien plus silencieuses que les vieilles en acier. Commençons par installer le coupe-froid. Il s'ajuste parfaitement au bas de la porte, comme ceci. On le bascule au bon endroit et il épouse la forme de la feuillure. Poussez-le. Pour le lier à la porte, on dépose une fixation sur le coupe-froid. Puis, je visse à travers les deux jusqu'à la porte avec des vis à bois à filet normal. Vous ne vissez pas dans la mousse, non? Non, il y a une structure de bois aux extrémités de la porte qui nous permet de visser. On dépose le panneau au sol contre l'ouverture. Ensuite, on le place au centre. C'est ça, juste ici. Maintenant, je vais mettre une des roues dans la fixation et une dans la charnière. Puis, je prends le rail et j'y insère les roues. Il y a un petit espace entre le rail et la porte. Je vais maintenant visser le rail au cadre. Je ne visse pas trop fort au cas où on devrait ajuster le rail plus tard. OK, Dennis, faisons votre côté. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est parallèle à la porte? Est-ce que c'est bien? Ça a l'air bien. OK, au suivant. Dans le centre de la porte, j'utilise des vis à filet de machine. Au lieu du bois, il y a du métal dans le centre de la porte. Parfait, nous sommes prêts pour le panneau suivant. Vous devez aller vers l'escalier pour que je puisse insérer la porte dans le rail. OK, amenez la porte à sa place. On la dépose sur le premier panneau. Je vais m'assurer que les deux panneaux sont alignés. Ils le sont. J'ai percé un guide pour la vis. Alors, quand je vais la serrer, la porte se placera automatiquement. La charnière du centre. Puis de ce côté. Celle du bas en premier. OK, la plus basse.
De ce côté, je n'ai pas mis la charnière ni la roue parce que nous n'aurions pas pu installer la porte. On peut maintenant l'insérer dans le rail, la positionner et la visser. OK, maintenant celle du haut. Super. Prochain panneau. On veut mettre le rail parallèle au bord de la porte. Pour faire ça, j'y vais à l'œil. Ça semble être égal. Je resserre mes vis. Je dois en mettre une en haut. OK. Le prochain ajustement à faire, c'est l'espace entre le devant de la porte et la butée de l'ouverture. Je veux environ 1/8 de pouce. À peu près ça. Ils ne doivent pas se toucher pour éviter la friction avec les mouvements de la porte. Cet ajustement se fait de l'intérieur. Avec cet écrou desserré, je peux glisser le rail vers l'avant ou l'arrière. Je le pousse un peu et je le tire d'un poil. Comme ça, j'ai ma distance. Je resserre l'écrou. Je passe au suivant. Je retire un peu la porte pour avoir la bonne distance. Je le resserre. Et puis le haut. On le resserre. Maintenant, nous allons relier le rail horizontal au rail vertical. Pour y arriver, nous allons simplement le visser en place. OK. Vous le tenez bien? Et voilà. Très bien, Dennis. Prêt pour installer le dernier panneau? Absolument. On ne pouvait pas installer le dernier panneau avant d'avoir mis le rail horizontal. Et parce qu'on ne veut pas que la porte nous tombe dessus. OK. Alignez-le et je vais visser cette charnière. Tenez-le. Vous l'avez? Oui. OK. Je vais maintenant mettre la roue du haut. Je l'insère dans le rail et je la descends pour lui mettre un peu de tension. Je la remonte un peu, puis je la visse. Très bien, nous sommes prêts pour la dernière roue. Et on peut installer le ressort. Alors mettez-le sur le crochet, Dennis. Le ressort est le muscle qui aide l'ouverture de la porte. Mais avant d'attacher le ressort, on doit lever la porte manuellement. Vous êtes prêts? Prêt. À 3. 1, 2, 3. Allez! OK. Pour éviter que la porte redescende, je vais mettre ma pince étau dans le rail. OK. Descendez-la doucement. Parfait. Avec la porte en haut, le panneau du bas est accessible. Et c'est sur la fixation du bas que nous attacherons le câble. On l'attache à la fixation en passant au-dessus de la poulie. OK. Dites-moi quand vous y êtes. Oui. Je prends l'autre bout du câble et je le fais passer par la poulie du ressort. Je le serre un peu. Ensuite, je prends le bout du câble que je passe dans cette petite fixation. Par ici, et ensuite par là. Je donne un peu de jeu. Et je le passe dans cette boucle. OK. Je mets un crochet en S à la fixation. Ensuite, je mets le crochet au rail. Super. Quand la porte est fermée,
Il y a énormément de tension sur le ressort. Si le câble ou le ressort se brise, ils peuvent s'envoler. Pour éviter ça et pour que personne ne se blesse, on doit mettre un câble de sécurité au centre du ressort et l'attacher à la fixation. OK. Voilà, Dennis. Testez la tension des ressorts. C'est très bien, ça glisse bien. C'est parce que les ressorts font tout le travail. On peut maintenant relier l'ouvre-porte automatique à la porte. L'autre chose à laquelle nous devons penser, c'est de combler le jour que nous avons créé à l'extérieur à l'aide de cette bande coupe-froid. Ça préviendra l'infiltration d'air par cette petite fente. Exactement. Très bien, l'autre porte. Allons-y. Richard, Salut Tom, ça va? super, merci d'être là. C'est un plaisir. J'adore votre maison. Merci beaucoup. Cette section de la maison date de 1895. On a ajouté l'autre partie en 1986. C'est du beau travail, bravo. Merci. Un de mes soucis, c'est que nous ne sommes pas ici pendant 6 mois. Où allez-vous? On part en Floride. Vous en avez de la chance. On s'inquiète de la hausse du prix du mazout, puisqu'on chauffe la maison durant notre absence. Plusieurs personnes nous ont demandé comment réduire ou fermer leur chauffage sans que la plomberie ne gèle. C'est un de mes soucis. Je vais vous montrer comment faire l'hivernage de la plomberie. Merci. Notre travail débute au sous-sol. On doit trouver la valve d'entrée d'eau principale pour la fermer. Allez là-bas, Tom. Elle est facile à trouver puisqu'elle est à côté du compteur d'eau. Cette chose en bronze. Elle est souvent près du mur avant. Cette poignée jaune est un robinet à billes. Tournez-le dans le sens horaire. Doucement, sans rien brusquer, OK? Bien. À 90 degrés, encore un peu. Si vous ne pouviez pas le bouger, il ne faudrait pas le forcer, car il n'y a rien d'autre entre nous et la pression d'eau de la ville. Comme c'est fermé, on peut vider la plomberie. On doit vider tous les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Donc, on doit trouver le point le plus bas pour les vider. Comme ici, Tom. Vissez le tuyau. C'est utile, ce robinet. J'aime aussi ce puisard juste à côté, c'est très pratique. Très bien, alors on peut le vider. C'est une partie de l'eau, mais il faut évacuer le reste en éliminant le vide. Vous connaissez le truc du doigt sur une paille? Ça retient l'eau et dès qu'on l'enlève, elle s'écoule. C'est ce qu'on va faire. Allez au deuxième, ouvrez tous les robinets et tirez la chasse d'eau, puis continuez jusqu'en bas, d'accord? D'accord. Merci. Très bien, Tom. Je crois que les tuyaux sont presque vides, mais pour m'en assurer, je mets un compresseur d'air sur ce tuyau pour remplir d'air tous les conduits. Vous savez quoi faire? Retournez en haut et fermez tous les robinets que vous avez ouverts. Merci, Richard. Je mets de la pression dans la plomberie. Environ 60 à 70 livres de pression. Il faut ménager ces vieux tuyaux. Il y a 70 livres de pression dans la plomberie. Ouvrez d'abord l'eau chaude. Richard, c'est quoi cette couleur dans l'eau? Ce sont les sédiments au fond du chauffe-eau. Ils remontent au robinet. Très bien. Refermez-le. Mettez le lave-vaisselle en marche. Vous devez faire cela parce qu'il y a un conduit d'eau chaude entre l'évier de la cuisine et le lave-vaisselle. Il peut geler. Alors, comme les tuyaux sont remplis d'air, on le vide en utilisant le lave-vaisselle. La machine à laver est un autre appareil à vérifier. Ouvrez l'eau chaude et l'eau froide pour que la pression d'air évacue l'eau. On ne veut pas que ça gèle. On ouvre un peu cette valve pour que l'eau qui reste aille dans les toilettes. Nous avons vidé tous les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, mais il y a encore de l'eau dans chaque siphon de la maison.
Ça empêche les gaz d'égout d'entrer dans la maison. Exactement. Dans tous les siphons, il y a un peu d'eau qui peut geler. Par contre, on veut encore éviter que les gaz remontent. Alors, on va ajouter du propylène glycol. C'est un antigel non toxique, contrairement à l'éthylène glycol pour les automobiles. Je veux que vous en versiez un peu dans tous les siphons. On doit aussi en mettre un peu dans les réservoirs des toilettes. Très bien, Tom, il n'y a plus d'eau dans la plomberie. Voyons ce qu'on a fait au chauffage. C'est une chaudière au mazout avec un serpentin sans réservoir. Celui-ci est rempli d'eau chauffée par la chaudière pour les robinets d'en haut. Avec le compresseur, on a mis de l'air à l'intérieur et c'est pourquoi il y a eu toute cette boue dans la cuisine. Alors, on sait qu'il n'y a plus d'eau dans le serpentin, mais il y a encore beaucoup d'eau dans la chaudière et dans les tuyaux d'eau chaude. Est-ce qu'on évacue toute l'eau de ce système? Eh bien non. J'ai retiré un peu d'eau du chauffage avec ce tuyau et je l'ai mise dans ce seau. Puis, dans un autre seau, j'ai mis de l'antigel, le propylène glycol non toxique qu'on a utilisé. Je l'ai pompé dans le système de chauffage, donc ces tuyaux ne gèleront pas. La Floride vous attend. Mais Richard, cette chaudière chauffe aussi l'eau domestique. Plusieurs maisons ont un chauffe-eau séparé du chauffage. Oui, la plupart ont des réservoirs électriques ou au gaz. En bas, il y a un robinet pour évacuer l'eau. Ce doit être le point le plus bas de la maison, parfait pour vider tout le bâtiment. Dans ce cas-ci, on devait s'occuper de la chaudière parce qu'elle utilisait de l'eau. Oui, Mais si la fournaise est un système traditionnel d'air chaud, fermez-la. Mais n'oubliez pas qu'il y a peut-être de l'eau ailleurs, comme dans un humidificateur. C'est un petit conduit. Assurez-vous de bien le vider. Il y a peut-être une trappe de condensation sur la fournaise. Encore un peu d'eau. Vous devez y penser et vérifier autour du bâtiment. Où l'eau se cache-t-elle? Pas vrai? Vous avez peut-être Une machine à glace. Une machine à glace dans le frigo. C'est un autre tuyau. partout où il y a de l'eau, il faut l'évacuer. Ou réparer au printemps. Richard, on doit vraiment utiliser cet antigel? Absolument, c'est du propylène glycol non toxique. Le produit pour auto, c'est de l'éthylène glycol. On n'utilise pas ça. On le trouve dans les magasins de chauffage, mais aussi en quincaillerie. Il est étiqueté antigel pour VR. C'est bon pour les bateaux et les VR puisqu'il est sans danger pour les drains. Pour le drain, mais aussi pour le système d'égout. Absolument. Et éventuellement pour votre chaudière. Il faut utiliser celui-ci. C'est de bons conseils, les gars, merci. D'ici la prochaine, je suis Kevin O'Connor. Richard Treadaway, Tom Silva. Et Roger Cook. Vos experts à l'écoute. donne-moi ton verre. C'est ma tournée. Les spécialistes d'Experts à l'écoute se penchent sur les questions de restauration et d'entretien reliées aux maisons de tous styles et genres, vieilles ou neuves.